Un peu plus de 100 ans d'histoire française ont fait d'une Algérie laissée à l'abandon pendant des siècles cette terre ruisselante de moissons qui émerveille le voyageur. Car le spectacle de cette abondance organisée qui s'est attachée à tous les domaines a de quoi rendre fière la nation qui l'a conçue, voulue, bâtie. L'Algérie aujourd'hui a ses ports, immenses darses modernes, équipés pour l'avenir, libres au plus gros tonnage, portes ouvertes sur le vaste monde où s'échangent les produits naturels de la fécondité algérienne et les créations de la technique qui permettront de nouvelles richesses. L'Algérie a maintenant son réseau de voies ferrées, où circulent les machines les plus modernes, de la diesel, dernier mode de la traction ferroviaire, à la garate, dont les lignes profilées parlent de distance et de vitesse. L'Algérie a son réseau de routes solides, qui ont remplacé les pistes d'antan, déployées à travers plaines et collines comme un écheveau, qui facilitent les liaisons et les échanges de village à village, de ville à ville, de province à province. L'Algérie, où l'eau a toujours été un problème vital, possède son réseau de barrages. Réseau toujours en croissance, barrages à l'avant-garde du modernisme, où l'eau s'accumule pour permettre une distribution régulière et rendre à la fertilité des millions d'hectares hier désertiques. Qui reconnaîtrait l'Algérie l'autrefois dans ces espaces traversés de canaux ruisselants qui, du bassin jusqu'au domaine, jusqu'au verger, iront se ramifiant, se diversifiant par un jeu extraordinaire de canalisation de toutes sortes, porter la vie à la terre. Au milieu de toutes ces réussites, emportées de hautes luttes contre une nature marâtre, la France ne pouvait oublier l'homme lui-même. Donnant au pays les moyens de prospérer, elle donnait en même temps à l'habitant le moyen de se défendre contre les misères d'une santé souvent en danger. C'est à ce souci de sauver l'homme de la maladie, de le garder contre les méfaits d'une hygiène trop souvent oubliée, que l'Algérie doit la construction d'hôpitaux exemplaires comme celui de Sétif et de Sanaa modernes, tel celui de Rivet. Apporter la santé à l'homme n'est pas tout. Lui donner l'instruction est d'une égale utilité. C'est dans ce sens que des écoles de tous ordres se sont ouvertes à travers l'Algérie, des lycées de la grande ville aux humbles écoles de campagne, où jeunes Français, musulmans, garçons et filles mêlent leurs études et leurs jeux. La France ne s'en est pas encore tenue là, car si en apportant à l'Algérie une nouvelle prospérité et les éléments d'une meilleure santé, elle a fait que le chiffre de la population passe en 100 ans de 2 à 9 millions, si en donnant aux populations algériennes les possibilités d'une instruction moderne, elle ouvre à ses enfants sur le seul critère du mérite individuel l'accès aux plus hautes situations, elle n'a pas hésité, nation démocratique, à les appeler à la gestion de leur pays dans l'ordre et la prospérité qu'elle y apportait. En imposant la paix intérieure et la tranquillité des rapports humains, en libérant de toutes leurs entraves anciennes les échanges et les contacts, elle a dès le début tendu à créer le climat propice à une féconde coopération. Déjà, Louis-Philippe, dès 1834, au temps où nul n'imaginait que la petite darse barbaresque d'Alger pourrait un jour devenir l'immense port d'aujourd'hui, proclamait tous les Algériens ressortissants français et créait les premières communes dont les conseils municipaux devaient comprendre un quart de musulmans. En 1863, dans les Douars, ces grandes communes rurales dont la superficie atteint parfois celle de tout un arrondissement métropolitain, un sénatus consulte organise le pouvoir des djemmas. La djemma est une assemblée de notables musulmans qui représentent ce douar. Élus par les musulmans eux-mêmes dans la forme démocratique, la djemma se réunissait alors au pied d'un marabout à l'ombre des figuiers et discutait non seulement de l'administration de la commune, mais émettait des vœux d'importance plus large,
prenait sa place dans l'esprit d'une administration soucieuse de préparer l'avenir. Et en 1866, dans les conseils municipaux, la participation musulmane, d'un quart jusque-là, passe à 1/3. Avec la Troisième République, le pouvoir civil s'installe. Alger devient préfecture. 2 autres chefs-lieux prennent place à côté d'Alger. Oran d'une part, Constantine de l'autre. Les 3 départements algériens sont directement rattachés au ministère de l'Intérieur. Les gouverneurs militaires, Bugeaud, Guédon, Clausel, entre autres, font place aux civils. La Ferrière arrive, et c'est le début de l'œuvre qui devait, en 1944, porter la représentation musulmane dans les conseils municipaux d'1/3 à 2/5. Dès 1898, la Ferrière établissait les premières délégations financières. Elles fonctionnèrent 45 ans pour devenir en 1945 l'Assemblée financière. Parallèlement, à cette date, un grand nombre de djemmas se transforment en centres municipaux et leur président devient le maire. Heure magnifique pour l'Algérie que celle de cette heureuse transformation à laquelle la présence de plusieurs ministres de l'Intérieur venus remettre leurs écharpes aux nouveaux maires confère jusque dans les communes les plus reculées un éclat et un retentissement particuliers. Le départ d'une nouvelle phase politique est donné. La démocratie s'installe avec plus de poids à chaque nouvelle occasion. Le collège musulman s'élargit. Ce sont tous les Français d'Algérie qui élisent des délégués à l'Assemblée consultative, puis à l'Assemblée nationale. Et il faut remarquer que la représentation algérienne à l'Assemblée nationale comporte un nombre de députés musulmans égal à celui des non-musulmans. Aujourd'hui, sur les quais de la Seine, à la porte du Palais Bourbon, dans la cour de l'Assemblée ou au seuil du Conseil de la République, se rencontrent chaque jour des silhouettes dont les racines plongent profondément dans le tuf algérien. De ces profonds changements devait naître l'Assemblée algérienne. Créée par le statut de l'Algérie le 20 septembre 1947, cette Assemblée comporte 120 membres, 60 représentants du premier collège et 60 du second. Elle siège régulièrement, remplissant le rôle magnifique qui lui est confié sous la présidence de M. Laquière et de M. Saya Abdelkader, premier vice-président. Elle devient l'élément moteur politique naturel de l'Algérie, sa voix, son expression. Et il faudra retenir la date du 22 avril 1948, où M. le ministre Nejlen, gouverneur général de l'Algérie, en ouvrant la première session, définissait par ses paroles pleines de sens l'importance et la grandeur de cet événement historique. Dans un monde qui, après les catastrophes sans exemple, dont des doctrines de haine et de violence ont accablé l'humanité, appelle à retrouver son équilibre économique, intellectuel et moral, l'Algérie ne saurait constituer un îlot épargné par le malheur. Il nous faut lui rendre la prospérité et le calme. Il nous faut y enseigner le respect et l'amour de tous les hommes. Il nous faut faire passer dans les faits ce qui n'est encore qu'un texte législatif, cet admirable article 2 du statut. Tous les ressortissants de nationalité française des départements d'Algérie jouissent, sans distinction d'origine, de race, de langue, ni de religion, des droits attachés à la qualité de citoyens français et sont soumis aux mêmes obligations. La France démocratique continue.